Sur cette partie gestion, quels sont les problèmes que vous avez rencontrés, que vous avez réussi à gérer, je pense, grâce au numérique, qui finalement, est-ce que vous avez réussi à trouver à la fois, comme le disait Fanny, une meilleure efficacité et en même temps une réduction des temps de gestion? Alors, la réduction du temps de gestion, en fait, c'est la cerise sur le gâteau. C'est-à-dire, on n'a pas fait ça, en fait, le prof, il n'a pas fait ça juste pour gagner du temps pour lui. C'est-à-dire, on est un minimum consciencieux, on doit prendre ce travail d'évaluation très au sérieux, il faut donner de la matière aux étudiants pour qu'ils pratiquent, etc. Et il se trouve que cet outil, qui s'appelle MyFairnessLab, mais qui est réplicable à plein d'autres disciplines. On a pour les statistiques aussi, ils utilisent ça, pour le marketing, ils ont aussi développé des plateformes. Et donc, il se trouve que cet outil répond à un besoin, qui est de mettre à disposition des étudiants des exercices, des réflexions, enfin des études de cas qui sont associées au livre. Et ça, évidemment, c'est un avantage. Donc là, ça veut dire que la gestion, ce temps a été fait par l'éditeur. Ah oui, voilà. Bien sûr. Bien sûr, voilà. Si tu me permets, je reviendrai juste en fait sur quelques éléments qui ont été évoqués. D'abord, pour l'évaluation des pairs, moi je ne le fais pas. Très rapidement, je pense en fait, et je rejoins Rémi sur la complexité de mise en place. Là, contrairement à l'outil digital qui nous permet de gagner du temps, ça consomme beaucoup de temps. Alors après, ce n'est pas le seul critère, parce que parfois, il y a certains investissements en termes de temps qui valent la peine. Là, je pense en fait que l'analyse coût-bénéfice, les coûts l'emportent sur les bénéfices. Et le principal souci pour moi, ou la principale préoccupation, c'est de créer parfois des injustices dans l'évaluation. Et donc là, je rejoins ce qui a été dit. Alors après, ça dépend des disciplines, mais dans des disciplines où les critères d'évaluation sont soumis à un certain degré de subjectivité, évidemment, en fait, là, on peut créer des injustices, et c'est pour ça que je ne fais pas l'évaluation par les pairs. En revanche, je crois énormément au travail collectif. Pourquoi? Parce que les étudiants peuvent non seulement apprendre des profs, mais aussi ils peuvent apprendre d'eux-mêmes. Et là, si on élargit un peu le spectre des étudiants, c'est-à-dire évidemment on a des profils d'étudiants qui sont en bachelor ou en master, mais si on parle des étudiants dans ce qu'on appelle l'exécutif, c'est-à-dire les professionnels qui reviennent à l'école, là c'est énorme ce qu'ils peuvent apprendre les uns des autres et des expériences des uns et des autres. Et donc c'est pour ça que je trouve en fait que le travail collectif, les études de cas, ça a quand même des bénéfices en termes d'évaluation qui sont très utiles et très appréciés d'ailleurs. Si tu le permets, juste, je veux revenir aussi à l'idée de la loi normale et que le prof, il est parfois obsédé. Alors, si les notes, en fait, ne correspondent pas à la loi normale, donc là, il est angoissé et il faut, en fait, manipuler les chiffres pour les faire ressembler. Alors, moi, je suis absolument d'accord sur ça, c'est-à-dire cette obsession de la loi normale, pour moi, en fait, elle n'a pas de fondement. Elle n'a pas de fondement et je ne baisserai pas, par exemple, une moyenne de 18 si le groupe mérite, la totalité des gens mérite 18. Et d'ailleurs, je n'augmenterai pas une mauvaise moyenne ou une mauvaise note parce qu'en fait, on est plus bas que ce qu'on a historiquement observé dans les années précédentes. En revanche, il y a un aspect sur lequel je nuancerai peut-être, c'est la nécessité de discriminer. Pourquoi? Parce que si on ne discrimine pas, on risque de créer une autre injustice, qui est celui qui a travaillé énormément, qui se retrouve avec une note très bonne de 18, mais qui est un point supérieur à la moyenne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait qu'il a travaillé beaucoup plus que la moyenne et il a juste un point de plus que la moyenne. Et là, je pense en fait qu'il y a quand même une réflexion à faire pour récompenser ceux qui ont travaillé plus. Je rejoins David sur l'idée d'entretenir l'excellence, que l'on veuille ou pas, eh bien, on pousse les étudiants à viser la perfection et l'excellence. Pour rigoler, je dis à mes étudiants, il vaut mieux viser la perfection et la rater que de viser l'imperfection et l'atteindre. Ce n'est pas de moi, c'est une phrase célèbre d'un philosophe dont j'ai oublié le nom, mais on ne peut pas entretenir l'excellence et puis après, évidemment, ne pas être exigeant, justement. Alors, après, ceci étant dit, ça ne veut pas dire, en fait, que sur l'examen, je pense qu'il y a une partie qui s'appelle validation des acquis. C'est-à-dire, si on essaye de chiffrer un peu les choses, sur 20 points, on va avoir 10 points
pour le minimum requis de connaissances. 5 points pour ceux en fait, qui ont fait un peu plus d'efforts, c'est-à-dire ils n'ont pas fait que assister au cours, c'est-à-dire ils ont pratiqué. Et les 5 derniers points pour ceux qui ont fait encore un peu plus, c'est-à-dire qui ont eu la curiosité d'aller lire le livre, d'aller chercher en fait les ressources qu'on leur a données en plus, etc. Et je pense que c'est gratifiant et ça permet aussi en fait une meilleure évaluation. Voilà. Alors, merci beaucoup pour ces précisions. Et sur la partie logistique, alors le numérique, est-ce que le numérique aide? Là, on a un exemple où la logistique a été gérée par l'éditeur. Maintenant, si on parle de QCM, je ne sais pas si dans les deux cas vous utilisez des QCM, mais est-ce que les outils numériques ou d'autres méthodes ont permis de gérer cette logistique? Parce que derrière, c'est quand même assez chronophage aussi, et quand on a beaucoup d'étudiants, même c'est vrai que Rémi, dans votre cas, vous avez un nombre de profs suffisant, mais est-ce que vous êtes confronté à ces questions et comment vous les gérez? Par exemple, Rémi. Oui, j'ai évoqué les MOOC. Voilà. En fait, moi, c'est effectivement, tout est question d'échelle. Si on est dans l'évaluation humain à humain, on a un expert qui évalue une personne de manière individualisée. C'est génial, voilà, on a bien compris que là, on peut avoir un conseil personnalisé. Bon, c'est le top du top. Si on est sur un groupe, ça reste faisable encore. On peut évaluer tout un tas de soft skills, de comportement, de savoir-être, voilà. Une classe, bon, c'est le grand classique, 30 élèves. Ça demande du temps si on fait des corrections classiques, examen écrit. Il y a un gros effort quand même pour la correction. 30 copies, ça commence à faire. Les amphis, si on est dans les centaines, là, vaut mieux avoir une équipe. Parce que si vous êtes le seul prof à corriger des centaines de copies, moi, je pourrais pas, hein, c'est l'enfer. Et les MOOC, bah alors là, il y a des dizaines de milliers d'étudiants, puis il faut les évaluer d'une manière ou d'une autre. C'est l'automatisation, on ne peut pas faire autrement. C'est pas possible de faire des MOOC sans avoir une méthode automatique d'évaluation. Que ce soit l'évaluation par les pairs, mais encore une fois avec des critères extrêmement précis, non ambigus, ou des méthodes d'évaluation automatisées. Les quiz, par exemple, c'est automatisable. Ouais. Même sur papier, c'est-à-dire il y a des outils, on coche les cases, on les passe dans un scanner et puis ça corrige tout seul. Les quiz sont automatisables, mais encore faut-il les créer. Si on est par exemple dans les quiz formatifs, il faut créer, l'étudiant il peut revenir plusieurs fois, donc il ne faut pas qu'il revienne avec les mêmes questions. Donc il y a tout ce temps de conception des QCM. Est-ce que vous récupérez des anciens QCM? Est-ce que vous mutualisez tout ça? Ça c'est une question aussi. Est-ce qu'on mutualise la matière? Sur la banque de questions, en fait, d'ailleurs, les meilleures certifications qui existent sont basées sur des banques de questions étalonnées dans des conditions très particulières et qui sont validées par plein de personnes. Alors, banque de questions, vous en utilisez donc? Pas trop. Dans notre formation, non. Ces banques de questions, elles existent. Oui, elles existent. En fait, il existe des certifications très connues, comme le TOEIC, par exemple, le TOEFL, des certifications d'entreprise très connues. J'ai cité Cisco, mais en fait, il en a plein. Et en fait, c'est beaucoup de personnes qui se mettent d'accord sur un ensemble de questions dans des situations extrêmement bien définies, et c'est tout ce qui fait la qualité de la certification, si vous voulez. Voilà, donc, mais cet aspect certification, je trouve aussi, il est à séparer de l'aspect formation et évaluation dans une formation. On prépare, c'est un petit peu comme vous dans votre école, on prépare un concours, on prépare une certification, on prépare à quelque chose à la fin qu'on souhaite que les étudiants réussissent. Bon. Ferrandi, est-ce que vous êtes confronté aussi à ce problème de gestion est-ce que vous utilisez les QCM par exemple? Alors, on utilise les QCM et effectivement, le vrai sujet, c'est la banque de questions parce que les profs, notamment en bachelor et en master, ont des QCM qui peuvent être de 60 ou 200 questions. Il faut les construire, ça prend beaucoup de temps, c'est ce qui prend le plus de temps. Alors effectivement, on gagne en automatisation sur la correction, mais une banque de questions, c'est beaucoup de temps pour rentrer toutes les questions dans donc nous c'est Blackboard, dans cette plateforme. Et c'est là où on a des freins, parce qu'effectivement, souvent, les profs ont peu de temps. Quand on travaille avec des profs qui sont sur plusieurs écoles, ils ont aussi, doivent gérer d'autres étudiants dans d'autres écoles, donc ils ont souvent beaucoup d'étudiants.
Donc des banques de questions, c'est effectivement un sujet qui est en projet parce que le Covid a fait que il a fallu beaucoup évaluer en ligne et donc certains profs continuent à évaluer en ligne même alors même qu'ils sont revenus en présentiel, mais ils trouvent que justement d'avoir pris du temps pour avoir construit une petite banque de questions, mais qui leur permet d'avoir en mode aléatoire quand même de la matière pour des étudiants qui vont pas retrouver les mêmes questions. Donc voilà. continuer sur cette lancée. Je pense que oui, construire. parce que c'est comme tu le disais Rémi, c'est beaucoup de travail, des vraies banques de questions. Il faut aller vers les 100, les 200 questions, voire même beaucoup plus, mais en tout cas on voit bien que là il y a un gros travail à faire. Donc il faut accompagner les enseignants. Donc là, effectivement, nous à Ferrandi, on a l'atelier pédagogique et numérique qui est là pour les accompagner dans la montée en compétences sur tous ces usages, notamment sur l'enseignement à distance. Et donc ça fait partie des projets dans les années à venir.